Au cœur du Massif central, à une quinzaine de kilomètres du petit hameau de Rochefendue, le mercure a violemment chuté pour atteindre presque moins 40 degrés Celsius. Nous étions le 13 janvier 1888 et la bourrasque hurlait telle une bête à l'agonie contre les charpentes de bois des habitations du village. À l'intérieur, les foyers tremblaient de tout leur être sous 3 épaisseurs de couverture, tandis qu'un givre épais grimpait le long de leurs cloisons internes. Les petits pleuraient à cause de ce froid mordant. Les mères jetaient leurs ultimes chaises en bois dans les entrailles de leurs poêles pour tenter de préserver la moindre flamme. Cependant, à peine à 400 mètres de là, encastré dans une colline surplombant l'Allier, se trouvait un logis d'une toute autre nature. Il était presque imperceptible de l'extérieur, se résumant à une porte en planche brute intégrée à même le talus, surmontée d'un modeste conduit en pierre qui recrachait un léger filet de fumée. À l'intérieur de cet abri, un homme de 67 ans dormait à point d'eau fermée, simplement recouvert d'un unique plaid en laine. À ses côtés, ses 2 petits-enfants se reposaient sans trembler le moins du monde. L'air y était agréablement doux, constant et d'un silence absolu. La température se maintenait confortablement aux alentours de 22 degrés. Aucun centime n'avait été gaspillé pour acheter du bois de chauffage cette nuit-là. Il n'y avait absolument aucun courant d'air. Aucune suie étouffante ne venait encrasser leurs poumons. Comment se faisait-il que l'individu le plus démuni de la région, le doyen des habitants, celui que tous considéraient comme un fou allié, soit le seul être à dormir paisiblement quand les riches implorèrent le ciel de faire lever le jour avant qu'ils ne périssent gelés. Voici le récit d'Henrik Sørensen. Et cela constitue une formidable leçon de justice poétique. Pour bien comprendre ce qui s'est déroulé lors de cette glaciale nuit de janvier, il nous faut remonter 9 mois en arrière. Nous sommes en avril 1887. Henrik a débarqué à Rochefendue à bord d'une charrette tirée par un cheval de trait à bout de force. Il transportait avec lui 2 petits-enfants orphelins, une pelle robuste, une hache de bûcheron, 12 € en pièces sonnantes, ainsi que des souvenirs obsédants qui lui volaient de son sommeil. Sa fille avait été emportée par la fièvre typhoïde lorsqu'il vivait dans l'est du pays. Son gendre, quant à lui, s'était noyé dans un cours d'eau en crue en essayant de sauver leur bétail. Les gamins, Olaf âgé de 7 ans et Kari âgé de 5 ans, dépenderont désormais exclusivement de lui. Henrik approchait des 66 printemps, ses jointures étaient déformées par l'arthrite et sa colonne vertébrale craquait chaque fois qu'il soulevait un fardeau important. En franchissant la porte du bureau d'attribution des domaines agricoles, l'employé, un dénommé Guillaume Pelletier, l'a jaugé avec une compassion à peine dissimulée. Il lui a octroyé une parcelle d'environ 65 hectares, conformément au programme de colonisation rurale. Il s'agissait de terres pratiquement gratuites, à la condition expresse qu'il parvienne à y bâtir une maison et à cultiver le sol durant 5 années consécutives. Henrik a signé les documents administratifs en traçant un X, tremblant. Il était incapable de déchiffrer un traître mot de français. Le lopin de terre qui lui était échu s'est avéré être un talus rocailleux en bordure du fleuve. Le bois d'œuvre était extrêmement rare dans ce secteur. Les planches sciées coûtaient 50 centimes pièce à la scierie de Rochefendue et Henrik savait pertinemment qu'il n'avait pas les moyens financiers d'ériger une demeure classique semblable à celle qui parsemait la commune. Au-delà de cet aspect, un autre élément entrait en ligne de compte. C'était un savoir que son aïeul lui avait transmis autrefois en Norvège, à l'époque où Henrik n'était qu'un gamin blotti près de la cheminée pendant les nuits d'un hiver qui semblait interminable. Tout au nord de la Scandinavie, dans ces contrées où l'astre solaire disparaissait pendant de longs mois, les anciens guerriers vikings ne s'amusaient pas à construire des châteaux en bois. Ils concevaient des refuges creusés directement dans le sol, recouverts d'une épaisse couche de tourbe et parfaitement encastrés dans les flancs des collines. Et ces abris de terre, soutenait son grand-père avec une lueur dans le regard, conservaient bien plus de chaleur que ne pourrait jamais le faire le plus majestueux des palais royaux. Henrik se souvenait parfaitement de ces paroles précises. « La terre ne ment jamais. Le sol ne t'abandonnera pas. L'humus emprisonne la canicule estivale et te la restitue dès que les frimas de l'hiver se font sentir. » Par conséquent, sa décision était prise. Il allait concevoir un habitat souterrain, une véritable maison semi-enterrée, comme l'appelaient certains anciens paysans. Ce serait un refuge sculpté à même le flanc de la butte, doté de cloisons d'argile et d'une lourde toiture végétale. Nul besoin de bois d'œuvre hors de prix. Aucun clou n'était nécessaire. Seulement une bêche, de la bonne terre brute et une patience à toute épreuve. À l'instant même où Henrik a exposé ses projets à l'épicerie du village, des rires moqueurs ont immédiatement fusé. À proximité se trouvaient 3 individus qui allaient devenir les principaux témoins de son humiliation publique au cours des mois suivants. Le premier se nommait Charles Delaroche, gérant du commerce local et propriétaire de 80 hectares d'excellentes terres arables. Charles avait quitté Paris,
Les poches pleines de l'héritage familial, il avait fait bâtir une magnifique demeure à 2 niveaux, dotée de véritables fenêtres vitrées et d'un poêle en fonte Godin hors de prix. En découvrant le plan d'Henrik, il a lâché une énorme bourrade de rire et a lancé « Écoutez mon brave, nous ne sommes pas en Norvège ici. Dans notre région, les hommes dignes de ce nom construisent de vraies maisons. Ils ne creusent pas des terriers pour les rats. Vous allez vous briser les reins à terrasser ce trou. Et d'ici Noël, vous viendrez quémander un coin au chaud dans mon étable. » Le deuxième personnage était Georges Massé, un charpentier têtu, originaire de la côte bretonne. Georges nourrissait des convictions extrêmement arrêtées sur absolument tous les sujets. Il avait érigé son propre logis en employant la technique ancestrale de la charpente en bois et du bardage à clin, enfonçant chaque pointe avec une rigueur millimétrée. Il tirait sur sa pipe en bruyère et prononçait ses phrases comme s'il s'agissait d'évangile. « Une bicoque enfouie n'est rien d'autre qu'un tombeau anticipé », a-t-il affirmé d'un ton monocorde. « L'humidité vous pourrira les poumons bien avant la fin de votre première année. J'ai vu des gaillards attraper une pneumonie mortelle dans des fosses pareilles. Mais faites comme bon vous semble, vieille mule têtue. » Le troisième homme se trouvait être le père Samuel, un prêtre catholique fraîchement arrivé pour établir une nouvelle paroisse dans ce secteur reculé. L'ecclésiastique résidait dans une modeste cabane en rondin située juste à côté de la chapelle qu'ils étaient en train de monter. C'était un gaillard décharné à l'expression sévère, une personne qui considérait le travail manuel harassant comme une forme de pénitence divine. Mon frère Sørensen s'est-il adressé à lui d'une voix profondément grave. Le Créateur nous a positionnés à la surface de la terre et non dans ses profondeurs. Ceux qui s'enfouissent sous terre ne font que fuir la sainte lumière du Seigneur. Élevez votre foyer vers le ciel, pas vers les abîmes de l'enfer. Henrik a encaissé toutes ces remarques sans prononcer le moindre mot. Il n'a pas répliqué. Il n'a fourni aucun effort pour justifier son concept. Il s'est contenté d'acheter un demi-kilo de clous en fer pour la porte qu'il lui faudrait finalement fabriquer, un sac de farine moulue et 3 bougies de suif bon marché. Attrapant ses petits-enfants par leurs menottes, il a marché péniblement jusqu'à son terrain vierge. Les petits lui ont demandé si ces messieurs avaient réellement raison. Il se demandait s'ils étaient là condamnés à mourir de froid. Henrik s'est mis à genoux, ses articulations craquant bruyamment, et les a fixées. « Olaf, Kari, écoutez-moi attentivement. Les gens aux poches bien remplies s'imaginent que l'argent peut absolument tout résoudre. Or, la richesse ne saurait empêcher le sol d'émettre sa propre chaleur. Les fortunes ne pourront jamais modifier les lois immuables de la nature. Nous allons bâtir un abri que la terre elle-même gardera bien douillet. Et lorsque le gel s'installera, nous dormirons sur nos 2 oreilles pendant que ces hommes grelotteront. Faites-moi simplement confiance. » Et sur cet engagement, le labeur éreintant a débuté. Henrik a ciblé un emplacement idéal sur le versant sud d'une légère élévation, une zone où les rayons du soleil frapperaient directement durant toute l'après-midi. Il a délimité une empreinte rectangulaire mesurant approximativement 4 mètres de large sur 6 mètres de profondeur. Ce périmètre allait devenir leur nouvelle résidence. Empoignant sa pelle, il a commencé à déblayer la terre. Chaque coup de bêche exigeait un effort colossal. À la tombée du jour, ses articulations malades étaient affreusement gonflées. Mais Henrik refusait de baisser les bras. Il a creusé sur 30 cm, puis sur 60, il a fini par atteindre la barre du mètre de profondeur. La composition de la terre à ce niveau était très argileuse, compacte et absolument parfaite pour ce qu'il comptait faire. Chaque mètre cube de déblai qu'il extrayait servait idéalement de matériau de construction principal. Tout en continuant à creuser, Henrik inculquait à ses petits-enfants l'antique science physique que son propre aïeul lui avait léguée. À 1 mètre sous la surface, la température du sol varie à peine par rapport à l'air libre qui circule au-dessus. Durant la période estivale, la terre en profondeur demeure nettement plus fraîche que la brise caniculaire. Quand survient la saison froide, ce même terrain conserve bien plus de chaleur que les bourrasques glaciales. Pour quelle raison ce phénomène se produit-il ? Parce que le relief possède ce que l'on appelle l'inertie thermique. Il emmagasine la douceur de façon progressive et la restitue à un rythme tout aussi mesuré. Cela fonctionne exactement comme une gigantesque batterie calorifique naturelle. Après 2 bonnes semaines de terrassement ininterrompu, Henrik avait façonné une fosse rectangulaire bien nette plongeant à près d'1,50 m de profondeur. C'est alors qu'est arrivée l'étape véritablement ingénieuse. Il n'allait assembler aucune paroi en madrier. Il prévoyait d'exploiter la parcelle elle-même. Avec l'aide du petit Olaf, il a commencé à découper d'épais blocs de tourbe à même le sol de la prairie. Chaque brique individuelle était un lourd morceau de terreau compacté, d'environ 10 cm d'épaisseur, bourré de racines vivantes d'herbes sauvages, entremêlées tel un filet tissé. Ces mottes pesantes étaient couramment appelées gazons de construction, et elles constituaient le matériau de bâtisse le plus abondant et le plus résistant dans les vastes étendues sauvages. Henrik a empilé ces briques de tourbe exactement comme s'il s'agissait de maçonnerie surdimensionnée.
Il les a montées rangées par rangées, érigeant des barrières incroyablement épaisses qui mesuraient un bon demi-mètre de large. Les racines herbacées, incrustées, continuaient en réalité à pousser, se faufilant à travers les couches, transformant ainsi les cloisons en de solides forteresses vivantes. Les courants d'air étaient physiquement impossibles. Il n'y avait pas la moindre fissure, ce n'était que de la terre massive, fortement tassée et incroyablement lourde. Pour confectionner la toiture, Henrik a rassemblé les quelques troncs de saule qu'il avait réussi à dénicher en contrebas sur les rives du cours d'eau. Il les a disposés à l'horizontale, posant leurs extrémités bien d'aplomb sur les bordures végétales pour qu'ils servent de robustes chevrons. Par-dessus ces poutres maîtresses, il a étalé une couche de branchage plus fin, tressant un maillage serré. Et directement sur ce treillis de bois, il a empilé davantage de ces briques de terre. 3 épaisseurs complètes de motte, empilées les unes juste au-dessus des autres. Au total, le dôme supérieur était composé de près de 45 cm de terre compressée et de végétation vivante. Le poids brut qui s'exerçait vers le bas était colossal. Pourtant, ces massifs murs d'argile supportèrent la charge sans émettre le moindre craquement. Les principes physiques sous-jacents étaient de basiques, mais absolument brillants. Au cœur de l'hiver, lorsque la température ressentie en plein air dégringolerait à moins 30 degrés, ces barrières de sol agiraient comme un isolant parfait. Le gel mordant ne parviendrait tout simplement pas à traverser ces 45 cm de substrat tassé. Pendant ce temps, la température du sol environnant, à 1 mètre de profondeur, oscillerait invariablement entre 10 et 15 degrés Celsius, demeurant stable peu importe la tempête de neige qui sévirait à l'extérieur. Cette douceur ambiante s'infiltrerait peu à peu directement à l'intérieur de l'habitation. Associée à la chaleur naturelle des corps humains et à une unique chandelle allumée, l'atmosphère intérieure grimperait confortablement jusqu'à un agréable 22 degrés. Aucun poêle en fonte n'était requis, pas la moindre bûche fendue, absolument zéro frais d'entretien à prévoir. Bien entendu, Henrik a gardé ce raisonnement génial strictement pour lui. Il a tout bonnement continué à s'échiner dans un silence complet. L'entrée principale constituait le seul élément en bois pour lequel il avait été contraint de dépenser de l'argent. Il a déboursé 2 € pour des lattes usinées à la scierie et a façonné une lourde porte robuste, la fixant sur des charnières taillées dans d'épaisses lanières de cuir. Il a colmaté la moindre jointure en utilisant une boue épaisse d'argile humide mélangée à du foin séché, préparant un enduit terreux qui a durci comme du béton. Pas même le plus infime souffle d'air ne pouvait se glisser à l'intérieur. Pour gérer la ventilation, il a mis en œuvre une astuce plutôt futée. Il a empilé des galets de la rivière pour créer un étroit tuyau de cheminée, non pas pour produire de la chaleur, mais uniquement pour évacuer les suies de la lampe à huile et aspirer de l'oxygène frais. Point essentiel, il l'a tracé selon un motif en S sinueux, garantissant ainsi que les rafales frontales ne puissent pas s'engouffrer directement dans la pièce. L'oxygène filtrait à l'intérieur, mais la bourrasque glaciale restait bloquée à l'extérieur. Tout compte fait, Henrik avait dépensé moins de 5 € en matières premières. Un simple billet de 5 €. Tout le reste n'était que pure huile de coude, du temps investi et de la sagesse ancestrale. Dans le même temps, ses voisins colons s'affairaient à élever leur demeure de manière tout à fait conventionnelle. Charles de la Roche se tenait là, dirigeant 4 ouvriers agricoles tandis qu'il charpentait des murs en bois, clouait des bardages et installait des châssis vitrés. Il a dilapidé 500 € uniquement pour l'achat du bois de charpente. Sa résidence avait une allure absolument époustouflante, agrémentée d'une vaste véranda frontale et de volets repeints en blanc. Seulement, ses parois porteuses étaient d'une finesse incroyable, à peine 2 ou 3 cm d'épaisseur au total. Les vents des plateaux sifflaient directement à travers les revêtements superposés. Une fois l'hiver installé, il serait forcé de brûler l'équivalent d'un arbre entier chaque semaine, juste pour maintenir ce poêle en fonte incandescent. Georges Massé a entrepris la construction de son propre logis avec une immense fierté professionnelle. Le moindre clou était enfoncé pour être parfaitement à ras. Chaque solive était mise à niveau avec une précision chirurgicale. Cependant, il souffrait de la même faille fatale, des cloisons légères et un toit en planche ne présentant qu'un mince vide d'air, n'offrant aucune isolation digne de ce nom. Au moment où le gel profond débarquerait, toute la chaleur de son âtre monterait directement vers la charpente pour s'échapper dans la nuit étoilée. Il serait obligé de se réveiller toutes les 2 heures pour raviver les braises, sous peine de voir le cabanon gelé bien avant le lever du jour. Le père Samuel occupait une cahute en trontier brut, qui avait certes l'air robuste. Toutefois, le bois vert se rétracte sévèrement face au froid piquant, creusant de larges interstices entre les rondins. À chaque saison hivernale, les familles résidant dans des bâtisses en rondins devaient frénétiquement calfater ces fentes avec de la boue humide, des chiffons déchirés ou tout ce qui leur tombait sous la main. Et même ainsi, les bourrasques glaciales trouvaient invariablement un moyen de s'immiscer.
Les angles de croisement étaient virtuellement impossibles à sceller de façon étanche. Henrik a achevé l'édification de son repère souterrain aux alentours du mois de juin. Il a aménagé un modeste plancher en latte à l'intérieur, le surélevant par rapport à la terre à l'aide de courtes souches de bois afin qu'aucune humidité directe ne puisse remonter. Il a bricolé 2 lits rudimentaires à partir de tiges de saule solidement ligaturées avec de la ficelle. Ensuite, il y a installé ses rares possessions. Une marmite en fonte, 3 couvertures de laine, une Bible en langue norvégienne qu'il ne savait pas vraiment déchiffrer, mais qu'il chérissait car elle provenait de sa défunte épouse, ainsi que cette fidèle pelle qu'il considérait dorénavant comme son bien le plus précieux. Lors de leur toute première nuit passée sous ce toit de gazon, Kari a chuchoté une phrase qu'Henrik porterait en lui pour le restant de ses jours. Elle a murmuré « Grand-père, on a l'impression d'être blotti dans une énorme étreinte ». Et la fillette avait parfaitement raison. Ce logis enfoui possédait un atout qu'aucune maison sur ossature ne pourrait jamais offrir. Un silence total, d'une profondeur inouïe. Ces massifs remparts d'argile étouffaient la moindre nuisance sonore extérieure. Il était impossible d'entendre les hurlements du vent. On ne pouvait pas repérer les animaux sauvages nocturnes. Rien d'autre qu'une tranquillité absolue, couplée à une température qui ne variait jamais. Peu importait que les champs brûlent sous 35 degrés ou se rafraîchissent à 15 degrés. À l'intérieur, le thermomètre oscillait toujours confortablement autour d'une vingtaine de degrés. Tout au long de l'été torride, pendant que ses voisins transpiraient à grosses gouttes dans des boîtes en bois qui cuisaient tels des fours secs sous l'astre de midi, Henrik et les petits dormaient parfaitement au frais en bas dans leur antre. Le climat ambiant n'a pas grimpé au-delà de 23 degrés une seule fois, même lorsque la vague de chaleur extérieure a franchi la barre des 37 degrés. Malgré cela, Henrik savait pertinemment que l'épreuve ultime surviendrait avec le gel hivernal. Et la saison rude fondait à toute vitesse sur eux. Arrivés en octobre, les premières gelées avaient d'ores et déjà vitrifié les plaines à découvert. Les agriculteurs du coin se dépêchèrent de récolter le peu de culture qu'ils avaient réussi à faire pousser lors de cette dure première saison. Henrik avait planté des rangées de pommes de terre et de navets robustes, des légumes sans fioritures qui prospéraient profondément sous terre, à l'image de son propre foyer. Il a stocké ses navets dans un recoin obscur de la maison de Tourbe, un endroit où il resterait de ferme tout en étant préservé du gel pendant de très longs mois. Lorsque novembre a pointé son nez, la première fine pellicule de neige s'est mise à tomber. Immédiatement, le voisinage s'est mis à griller ses réserves de bois. Henrik a remarqué un détail plutôt fascinant. Charles Delaroche avait fait venir du bourg près de 3 tonnes de bûches fendues, les empilant très haut contre sa magnifique façade. Ce tas représentait une dépense de 30 € au grand minimum. Georges Massé, pour sa part, abattait ses propres arbres, mais l'homme gaspillait 2 journées entières par semaine rien que pour couper et fendre son petit bois. Le père Samuel était coincé à exécuter la même corvée éreintante. De son côté, Henrik n'avait pas abattu un seul arbre. Son unique source de chaleur se résumait à une minuscule lampe à pétrole sur laquelle il s'appuyait pour cuisiner simplement. Ce combustible ne lui coûtait que quelques centimes le litre et un bidon lui durait 2 bonnes semaines. Cela représentait l'intégralité de sa facture d'énergie. Vers la fin du mois de novembre, Georges Massé s'est finalement décidé à rendre visite au refuge souterrain. Il s'est avancé en serrant sa pipe entre ses dents, affichant une curiosité très mal dissimulée. Henrik lui a fait signe de franchir la porte. Dès que Georges a passé le pas, son front s'est plissé dans une confusion la plus totale. À l'extérieur, le mercure avait chuté pour atteindre environ -5 degrés. À l'intérieur, Henrik flânait en simple manche de chemise. Point de foyer ardent. Pas la moindre flamme n'était visible dans la pièce. Les bambins s'amusaient joyeusement sur les lattes du parquet, avec des poupées en bois taillées à la main. Georges a tendu le bras et a tapoté les parois d'argile. Il a dévisagé le plafond de tourbes tressées, il a balayé la pièce des yeux d'un air frénétique pour déceler une source de chaleur occulte. Il n'y en avait tout bonnement aucune. Comment diable est-ce possible ? A-t-il exigé de savoir. Henrik lui a offert un doux sourire. Le sol fournit exactement ce dont nous avons besoin, Georges. Il ne fait jamais de manière, il ne réclame pas votre argent, il se contente de donner. Georges n'a pas formulé de réponse. Il a tourné les talons et est sorti directement sans ajouter une syllabe de plus. Malgré cela, Henrik a capté un bref éclair dans le regard du menuisier breton, la toute première fissure dans son armure d'arrogance. C'était un doute pur et sans mélange. Le mois de décembre a débarqué entraînant avec lui des vents féroces et cinglants. Le thermomètre a dégringolé vers des températures à un seul chiffre, puis jusqu'à la barre du 0, avant de plonger largement dans le négatif. Les bâtisses à ossature de bois gémissaient sous cette pression extrême. Des foyers entiers se blottissaient étroitement autour de leurs poêles en fonte, y engouffrant du combustible sans relâche. Une épaisse fumée imprégnait les pièces à vivre. Leurs globes oculaires brûlaient atrocement.
Les gamins toussaient et crachaient à n'en plus finir. Néanmoins, ils étaient des morts de peur à l'idée d'entrouvrir une fenêtre, conscients que la bourrasque glaciale s'engouffrerait à l'intérieur telle une volée de poignards de glace. Du côté de la propriété immaculée de Charles de la Roche, ce luxueux poêle Godin dévorait les stères de bois à une cadence véritablement effrayante. Charles se voyait contraint de s'arracher de son lit à 3 reprises chaque nuit uniquement pour raviver les braises. S'il manquait un de ces réveils, la température intérieure chutait aux alentours de -10 degrés sur les coups de 5 heures du matin. Ses enfants dormaient emmitouflés sous 2 couches de manteaux d'hiver. Son épouse pleurait silencieusement dans la pénombre, regrettant amèrement d'avoir un jour quitté Paris. Chez Georges Massé, dans son habitation impeccablement assemblée, le souci majeur venait de la suie. Son conduit de cheminée tirait mal dès que les vents du nord se mettaient à hurler, refoulant violemment de lourdes volutes de fumée directement dans le salon. Georges se surprenait à tousser tout au long des heures nocturnes. Sa femme a développé une toux chronique et caverneuse qui ressemblait à s'y méprendre à du gravier roulant au fond de sa poitrine. À l'intérieur de la cabane en rondin du père Samuel, d'énormes fissures s'étaient de grandement ouvertes. Il tentait désespérément de boucher les trous avec des chiffons déchirés. Mais les courants d'air hurlants les arrachaient tout simplement de leur loge. Chaque matin, sans exception, il se réveillait avec une épaisse couche de givre tapissant ses murs intérieurs. Il priait avec ferveur pour obtenir la force divine. Pourtant, la résilience spirituelle ne parvenait pas à faire grimper la température de la pièce. Et pendant que toute cette détresse se déployait, au plus profond de l'abri souterrain d'Henrik Sørensen, il n'y avait absolument rien d'autre qu'une paix tranquille. Le 23 décembre, Charles de la Roche s'est retrouvé totalement à court de bois de chauffage. Il avait dramatiquement sous-estimé ses réserves. Il a envoyé son commis agricole au village afin d'acquérir une stère supplémentaire, pour finalement découvrir que la scierie était fermée à double tour en raison des congés de Noël. Sa seule alternative restante consistait à acheter des bûches directement auprès des paysans voisins, or tout le monde avait un besoin vital de son propre stock. Il a finalement réussi à dégoter une demi-tonne à un tarif exorbitant, 20 €. La somme astronomique de 20 € pour à peine 2 petites semaines de chaleur vitale. Ce soir-là précisément, alors que sa famille tremblait de tout son corps en attendant que l'ouvrier ramène le bois, Charles a descendu le sentier glissant et verglacé en direction du talus où se nichait le repère d'Henrik. Il ne nourrissait absolument aucune intention de quémander de l'aide. Il désirait simplement regarder, s'assurer que le vieux fou endurait les mêmes souffrances qu'eux. Il a frappé des jointures contre la lourde porte de bois. Henrik l'a grande ouverte. Une vague immédiate d'air doux et chauffé s'est échappée de l'intérieur. Charles s'est frayé un chemin à l'intérieur sans même attendre d'y être convié. Il a scruté la pièce du regard. Les petits-enfants couraient pieds nus, s'amusant joyeusement. Henrik était nonchalamment assis sur le bord de son couchage en train de sculpter un petit jouet en bois. Il n'y avait pas la moindre trace d'un poêle en fonte. Pas une seule flamme à l'air libre, rien d'autre qu'une minuscule lampe à pétrole posée sur la table, affichant une flamèche pas plus grosse que l'ongle d'un auriculaire. Charles a tendu la main et a tâté la paroi d'argile. Elle semblait véritablement tiède. Pas brûlante, mais d'une chaleur agréable contre sa paume. Exactement comme si le sol lui-même abritait un cœur battant. « Combien d'argent flambez-vous dans ce combustible de chauffage ?» a exigé Charles, la voix nouée, étendue. Henrik a soutenu son regard avec ses yeux bleu pâle burinés par des décennies de labeur. Pas un sou, seulement 5 centimes tous les 15 jours pour le pétrole d'éclairage. Cela suffit amplement. Charles a senti ses entrailles se tordre violemment. Ce n'était pas de la simple jalousie. C'était quelque chose de bien pire. C'était l'humiliation écrasante de comprendre qu'absolument tout ce dont il était certain était totalement faux, que l'homme même qu'il avait étiqueté comme fou allié était en fait la seule personne sensée de toute la contrée, que toute la fortune colossale qu'il avait gaspillée, les 500 € engloutis dans un joli bardage, ne pesait absolument rien face à la simplicité brutale d'une vérité ancestrale. La terre ne ment jamais. Cependant, Charles a gardé la bouche close. Il a reculé hors du refuge et a traîné les pieds jusqu'à sa grande demeure glaciale. Il n'a soufflé mot à personne de ce qu'il venait d'observer. Du moins, pas pour l'instant. Les fêtes de Noël sont passées. La nouvelle année s'est écoulée. Janvier 1888 s'est installé en amenant une vague de froid polaire que personne dans la région n'avait jamais connue auparavant. Les thermomètres en verre affichaient des valeurs purement terrifiantes. -28 degrés, puis -34 degrés. Les charpentes des maisons craquaient et éclataient violemment, produisant un bruit qui ressemblait à s'y méprendre à des coups de fusil. Les pointes en fer se détachaient des montants en tremblant. Les carreaux des fenêtres se couvraient intégralement de givre sur leur face intérieure.
Et pourtant, le pire absolu se tapissait encore juste derrière l'horizon. Au matin du 12 janvier, le ciel s'est dévoilé sous une teinte profondément anormale. Au cœur du massif central, à une quinzaine de kilomètres du petit hameau de Rochefendue, le mercure a violemment chuté pour atteindre presque moins 40 degrés Celsius. Nous étions le 13 janvier 1888 et la bourrasque hurlait telle une bête à l'agonie contre les charpentes de bois des habitations du village. À l'intérieur, les foyers tremblaient de tout leur être sous 3 épaisseurs de couverture, tandis qu'un givre épais grimpait le long de leurs cloisons internes. Les petits pleuraient à cause de ce froid mordant. Les mères jetaient leurs ultimes chaises en bois dans les entrailles de leurs poêles pour tenter de préserver la moindre flamme. Cependant, à peine à 400 mètres de là, encastré dans une colline surplombant l'Allier, se trouvait un logis d'une toute autre nature. Il était presque imperceptible de l'extérieur, se résumant à une porte en planche brute intégrée à même le talus, surmontée d'un modeste conduit en pierre qui recrachait un léger filet de fumée. À l'intérieur de cet abri, un homme de 67 ans dormait à point d'eau fermée, simplement recouvert d'un unique plaid en laine. À ses côtés, ses 2 petits-enfants se reposaient sans trembler le moins du monde. L'air y était agréablement doux, constant et d'un silence absolu. La température se maintenait confortablement aux alentours de 22 degrés. Aucun centime n'avait été gaspillé pour acheter du bois de chauffage cette nuit-là. Il n'y avait absolument aucun courant d'air. Aucune suie étouffante ne venait encrasser leurs poumons. Comment se faisait-il que l'individu le plus démuni de la région, le doyen des habitants, celui que tous considéraient comme un fou allié, soit le seul être à dormir paisiblement quand les riches implorèrent le ciel de faire lever le jour avant qu'ils ne périssent gelés. Voici le récit d'Henrik Sørensen. Et cela constitue une formidable leçon de justice poétique. Pour bien comprendre ce qui s'est déroulé lors de cette glaciale nuit de janvier, il nous faut remonter 9 mois en arrière. Nous sommes en avril 1887. Henrik a débarqué à Rochefendue à bord d'une charrette tirée par un cheval de trait à bout de force. Il transportait avec lui 2 petits-enfants orphelins, une pelle robuste, une hache de bûcheron, 12 € en pièces sonnantes, ainsi que des souvenirs obsédants qui lui volaient de son sommeil. Sa fille avait été emportée par la fièvre typhoïde lorsqu'il vivait dans l'est du pays. Son gendre, quant à lui, s'était noyé dans un cours d'eau en crue en essayant de sauver leur bétail. Les gamins, Olaf âgé de 7 ans et Carrie âgée de 5 ans, dépendaient désormais exclusivement de lui. Henrik approchait des 66 printemps, ses jointures étaient déformées par l'arthrite et sa colonne vertébrale craquait chaque fois qu'il soulevait un fardeau important. En franchissant la porte du bureau d'attribution des domaines agricoles, l'employé, un dénommé Guillaume Pelletier, l'a jaugé avec une compassion à peine dissimulée. Il lui a octroyé une parcelle d'environ 65 hectares, conformément au programme de colonisation rurale. Il s'agissait de terres pratiquement gratuites, à la condition expresse qu'il parvienne à y bâtir une maison et à cultiver le sol durant 5 années consécutives. Henrik a signé les documents administratifs en traçant un X, tremblant. Il était incapable de déchiffrer un traître mot de français. Le lopin de terre qui lui était échu s'est avéré être un talus rocailleux en bordure du fleuve. Le bois d'œuvre était extrêmement rare dans ce secteur. Les planches sciées coûtaient 50 centimes pièce à la scierie de Rochefendue et Henrik savait pertinemment qu'il n'avait pas les moyens financiers d'ériger une demeure classique semblable à celle qui parsemait la commune. Au-delà de cet aspect, un autre élément entrait en ligne de compte. C'était un savoir que son aïeul lui avait transmis autrefois en Norvège, à l'époque où Henrik n'était qu'un gamin blotti près de la cheminée pendant les nuits d'un hiver qui semblait interminable. Tout au nord de la Scandinavie, dans ces contrées où l'astre solaire disparaissait pendant de longs mois, les anciens guerriers vikings ne s'amusaient pas à construire des châteaux en bois. Ils concevaient des refuges creusés directement dans le sol, recouverts d'une épaisse couche de tourbe et parfaitement encastrés dans les flancs des collines. Et ces abris de terre, soutenait son grand-père avec une lueur dans le regard, conservaient bien plus de chaleur que ne pourrait jamais le faire le plus majestueux des palais royaux. Henrik se souvenait parfaitement de ces paroles précises. « La terre ne ment jamais. Le sol ne t'abandonnera pas. L'humus emprisonne la canicule estivale et te la restitue dès que les frimas de l'hiver se font sentir. » Par conséquent, sa décision était prise. Il allait concevoir un habitat souterrain, une véritable maison semi-enterrée, comme l'appelaient certains anciens paysans. Ce serait un refuge sculpté à même le flanc de la butte, doté de cloisons d'argile et d'une lourde toiture végétale. Nul besoin de bois d'œuvre hors de prix. Aucun clou n'était nécessaire. Seulement une bêche, de la bonne terre brute et une patience à toute épreuve. À l'instant même où Henrik a exposé ses projets à l'épicerie du village, des rires moqueurs ont immédiatement fusé. À proximité se trouvaient 3 individus qui allaient devenir les principaux témoins de son humiliation publique au cours des mois suivants. Le premier se nommait
Charles Delaroche, gérant du commerce local et propriétaire de 80 hectares d'excellentes terres arables. Charles avait quitté Paris. Les poches pleines de l'héritage familial, il avait fait bâtir une magnifique demeure à 2 niveaux, dotée de véritables fenêtres vitrées et d'un poêle en fonte Godin hors de prix. En découvrant le plan d'Henrik, il a lâché une énorme bourrade de rire et a lancé « Écoutez mon brave, nous ne sommes pas en Norvège ici. Dans notre région, les hommes dignes de ce nom construisent de vraies maisons. Ils ne creusent pas des terriers pour les rats. Vous allez vous briser les reins à terrasser ce trou. Et d'ici Noël, vous viendrez quémander un coin au chaud dans mon étable. » Le deuxième personnage était Georges Massé, un charpentier têtu, originaire de la côte bretonne. Georges nourrissait des convictions extrêmement arrêtées sur absolument tous les sujets. Il avait érigé son propre logis en employant la technique ancestrale de la charpente en bois et du bardage à clin, en fonçant chaque pointe avec une rigueur millimétrée. Il tirait sur sa pipe en bruyère et prononçait ses phrases comme s'il s'agissait d'évangile. « Une bicoque enfouie n'est rien d'autre qu'un tombeau anticipé », a-t-il affirmé d'un ton monocorde. « L'humidité vous pourrira les poumons bien avant la fin de votre première année. J'ai vu des gaillards attraper une pneumonie mortelle dans des fosses pareilles. Mais faites comme bon vous semble, vieille mule têtue. » Le troisième homme se trouvait être le père Samuel, un prêtre catholique fraîchement arrivé pour établir une nouvelle paroisse dans ce secteur reculé. L'ecclésiastique résidait dans une modeste cabane en rondin située juste à côté de la chapelle qu'ils étaient en train de monter. C'était un gaillard décharné à l'expression sévère, une personne qui considérait le travail manuel harassant comme une forme de pénitence divine. Mon frère Sørensen s'est-il adressé à lui d'une voix profondément grave, le Créateur nous a positionnés à la surface de la terre et non dans ses profondeurs. Ceux qui s'enfouissent sous terre ne font que fuir la sainte lumière du Seigneur. Élevez votre foyer vers le ciel, pas vers les abîmes de l'enfer. Henrik a encaissé toutes ces remarques sans prononcer le moindre mot. Il n'a pas répliqué. Il n'a fourni aucun effort pour justifier son concept. Il s'est contenté d'acheter un demi-kilo de clous en fer pour la porte qu'il lui faudrait finalement fabriquer, un sac de farine moulue et 3 bougies de suif bon marché. Attrapant ses petits-enfants par leurs menottes, il a marché péniblement jusqu'à son terrain vierge. Les petits lui ont demandé si ces messieurs avaient réellement raison. Il se demandait s'ils étaient là condamnés à mourir de froid. Henrik s'est mis à genoux, ses articulations craquant bruyamment, et les a fixés. « Olaf, Kari, écoutez-moi attentivement. Les gens aux poches bien remplies s'imaginent que l'argent peut absolument tout résoudre. Or, la richesse ne saurait empêcher le sol d'émettre sa propre chaleur. Les fortunes ne pourront jamais modifier les lois immuables de la nature. Nous allons bâtir un abri que la terre elle-même gardera bien douillet. Et lorsque le gel s'installera, nous dormirons sur nos 2 oreilles pendant que ces hommes grelotteront. Faites-moi simplement confiance. » Et sur cet engagement, le labeur éreintant a débuté. Henrik a ciblé un emplacement idéal sur le versant sud d'une légère élévation, une zone où les rayons du soleil frapperaient directement durant toute l'après-midi. Il a délimité une empreinte rectangulaire mesurant approximativement 4 mètres de large sur 6 mètres de profondeur. Ce périmètre allait devenir leur nouvelle résidence. Empoignant sa pelle, il a commencé à déblayer la terre. Chaque coup de bêche exigeait un effort colossal. À la tombée du jour, ses articulations malades étaient affreusement gonflées. Mais Henrik refusait de baisser les bras. Il a creusé sur 30 cm, puis sur 60, il a fini par atteindre la barre du mètre de profondeur. La composition de la terre à ce niveau était très argileuse, compacte et absolument parfaite pour ce qu'il comptait faire. Chaque mètre cube de déblai qu'il extrayait servait idéalement de matériau de construction principale. Tout en continuant à creuser, Henrik inculquait à ses petits-enfants l'antique science physique que son propre aïeul lui avait léguée. À 1 mètre sous la surface, la température du sol varie à peine par rapport à l'air libre qui circule au-dessus. Durant la période estivale, la terre en profondeur demeure nettement plus fraîche que la brise caniculaire. Quand survient la saison froide, ce même terrain conserve bien plus de chaleur que les bourrasques glaciales. Pour quelle raison ce phénomène se produit-il ? Parce que le relief possède ce que l'on appelle l'inertie thermique. Il emmagasine la douceur de façon progressive et la restitue à un rythme tout aussi mesuré. Cela fonctionne exactement comme une gigantesque batterie calorifique naturelle. Après 2 bonnes semaines de terrassement ininterrompu, Henrik avait façonné une fosse rectangulaire bien nette plongeant à près d'1,50 m de profondeur. C'est alors qu'est arrivée l'étape véritablement ingénieuse. Il n'allait assembler aucune paroi en madrier. Il prévoyait d'exploiter la parcelle elle-même. Avec l'aide du petit Olaf, il a commencé à découper d'épais blocs de tourbe à même le sol de la prairie. Chaque brique individuelle était un lourd morceau de terreau compacté, d'environ 10 cm d'épaisseur, bourré de racines vivantes d'herbes sauvages, entremêlées tel un filet tissé. Ces mottes pesantes étaient couramment appelées gazons de construction, et elles constituaient le matériau de bâtisse le plus abondant et le plus résistant dans les vastes étendues sauvages.
Henrik a empilé ces briques de tourbe exactement comme s'il s'agissait de maçonnerie surdimensionnée. Il les a montées rangée par rangée, érigeant des barrières incroyablement épaisses qui mesuraient un bon demi-mètre de large. Les racines herbacées incrustées continuaient en réalité à pousser, se faufilant à travers les couches, transformant ainsi les cloisons en de solides forteresses vivantes. Les courants d'air étaient physiquement impossibles. Il n'y avait pas la moindre fissure, ce n'était que de la terre massive, fortement tassée et incroyablement lourde. Pour confectionner la toiture, Henrik a rassemblé les quelques troncs de saule qu'il avait réussi à dénicher en contrebas sur les rives du cours d'eau. Il les a disposés à l'horizontale, posant leurs extrémités bien d'aplomb sur les bordures végétales pour qu'ils servent de robustes chevrons. Par-dessus ces poutres maîtresses, il a étalé une couche de branchage plus fin, tressant un maillage serré. Et directement sur ce treillis de bois, il a empilé davantage de ces briques de terre. 3 épaisseurs complètes de motte, empilées les unes juste au-dessus des autres. Au total, le dôme supérieur était composé de près de 45 cm de terre compressée et de végétation vivante. Le poids brut qui s'exerçait vers le bas était colossal. Pourtant, ces massifs murs d'argile supportèrent la charge sans émettre le moindre craquement. Les principes physiques sous-jacents étaient de basiques, mais absolument brillants. Au cœur de l'hiver, lorsque la température ressentie en plein air dégringolerait à moins 30 degrés, ces barrières de sol agiraient comme un isolant parfait. Le gel mordant ne parviendrait tout simplement pas à traverser ces 45 cm de substrat tassé. Pendant ce temps, la température du sol environnant, à 1 mètre de profondeur, oscillerait invariablement entre 10 et 15 degrés Celsius, demeurant stable peu importe la tempête de neige qui sévirait à l'extérieur. Cette douceur ambiante s'infiltrerait peu à peu directement à l'intérieur de l'habitation. Associée à la chaleur naturelle des corps humains et à une unique chandelle allumée, l'atmosphère intérieure grimperait confortablement jusqu'à un agréable 22 degrés. Aucun poêle en fonte n'était requis, pas la moindre bûche fendue, absolument zéro frais d'entretien à prévoir. Bien entendu, Henrik a gardé ce raisonnement génial strictement pour lui. Il a tout bonnement continué à s'échiner dans un silence complet. L'entrée principale constituait le seul élément en bois pour lequel il avait été contraint de dépenser de l'argent. Il a déboursé 2 € pour des lattes usinées à la scierie et a façonné une lourde porte robuste, la fixant sur des charnières taillées dans d'épaisses lanières de cuir. Il a colmaté la moindre jointure en utilisant une boue épaisse d'argile humide mélangée à du foin séché, préparant un enduit terreux qui a durci comme du béton. Pas même le plus infime souffle d'air ne pouvait se glisser à l'intérieur. Pour gérer la ventilation, il a mis en œuvre une astuce plutôt futée. Il a empilé des galets de la rivière pour créer un étroit tuyau de cheminée, non pas pour produire de la chaleur, mais uniquement pour évacuer les suies de la lampe à huile et aspirer de l'oxygène frais. Point essentiel, il l'a tracé selon un motif en S sinueux, garantissant ainsi que les rafales frontales ne puissent pas s'engouffrer directement dans la pièce. L'oxygène filtrait à l'intérieur, mais la bourrasque glaciale restait bloquée à l'extérieur. Tout compte fait, Henrik avait dépensé moins de 5 € en matières premières. Un simple billet de 5 €. Tout le reste n'était que pure huile de coude, du temps investi et de la sagesse ancestrale. Dans le même temps, ses voisins colons s'affairaient à élever leur demeure de manière tout à fait conventionnelle. Charles de la Roche se tenait là, dirigeant 4 ouvriers agricoles tandis qu'il charpentait des murs en bois, clouait des bardages et installait des châssis vitrés. Il a dilapidé 500 € uniquement pour l'achat du bois de charpente. Sa résidence avait une allure absolument époustouflante, agrémentée d'une vaste véranda frontale et de volets repeints en blanc. Seulement, ses parois porteuses étaient d'une finesse incroyable. À peine 2 ou 3 cm d'épaisseur au total. Les vents des plateaux sifflaient directement à travers les revêtements superposés. Une fois l'hiver installé, il serait forcé de brûler l'équivalent d'un arbre entier chaque semaine, juste pour maintenir ce poêle en fonte incandescent. Georges Massé a entrepris la construction de son propre logis avec une immense fierté professionnelle. Le moindre clou était enfoncé pour être parfaitement à ras. Chaque solive était mise à niveau avec une précision chirurgicale. Cependant, il souffrait de la même faille fatale, des cloisons légères et un toit en planche ne présentant qu'un mince vide d'air, n'offrant aucune isolation digne de ce nom. Au moment où le gel profond débarquerait, toute la chaleur de son âtre monterait directement vers la charpente pour s'échapper dans la nuit étoilée. Il serait obligé de se réveiller toutes les 2 heures pour raviver les braises, sous peine de voir le cabanon gelé bien avant le lever du jour. Le père Samuel occupait une cahute en trontier brut, qui avait certes l'air robuste. Toutefois, le bois vert se rétracte sévèrement face au froid piquant, creusant de larges interstices entre les rondins. À chaque saison hivernale, les familles résidant dans des bâtisses en rondins devaient frénétiquement calfater ces fentes avec de la boue humide, des chiffons déchirés ou tout ce qui leur tombait sous la main. Et même ainsi,
Les bourrasques glaciales trouvaient invariablement un moyen de s'immiscer. Les angles de croisement étaient virtuellement impossibles à sceller de façon étanche. Henrik a achevé l'édification de son repère souterrain aux alentours du mois de juin. Il a aménagé un modeste plancher en latte à l'intérieur, le surélevant par rapport à la terre à l'aide de courtes souches de bois afin qu'aucune humidité directe ne puisse remonter. Il a bricolé 2 lits rudimentaires à partir de tiges de saule solidement ligaturées avec de la ficelle. Ensuite, il y a installé ses rares possessions. Une marmite en fonte, 3 couvertures de laine, une Bible en langue norvégienne qu'il ne savait pas vraiment déchiffrer, mais qu'il chérissait car elle provenait de sa défunte épouse, ainsi que cette fidèle pelle qu'il considérait dorénavant comme son bien le plus précieux. Lors de leur toute première nuit passée sous ce toit de gazon, Carrie a chuchoté une phrase qu'Henrik porterait en lui pour le restant de ses jours. Elle a murmuré « Grand-père, on a l'impression d'être blotti dans une énorme étreinte ». Et la fillette avait parfaitement raison. Ce logis enfoui possédait un atout qu'aucune maison sur ossature ne pourrait jamais offrir. Un silence total, d'une profondeur inouïe. Ces massifs remparts d'argile étouffaient la moindre nuisance sonore extérieure. Il était impossible d'entendre les hurlements du vent. On ne pouvait pas repérer les animaux sauvages nocturnes. Rien d'autre qu'une tranquillité absolue, couplée à une température qui ne variait jamais. Peu importait que les champs brûlent sous 35 degrés ou se rafraîchissent à 15 degrés. À l'intérieur, le thermomètre oscillait toujours confortablement autour d'une vingtaine de degrés. Tout au long de l'été torride, pendant que ses voisins transpiraient à grosses gouttes dans des boîtes en bois qui cuisaient tels des fours secs sous l'astre de midi, Henrik et les petits dormaient parfaitement au frais en bas dans leur antre. Le climat ambiant n'a pas grimpé au-delà de 23 degrés une seule fois, même lorsque la vague de chaleur extérieure a franchi la barre des 37 degrés. Malgré cela, Henrik savait pertinemment que l'épreuve ultime surviendrait avec le gel hivernal. Et la saison rude fondait à toute vitesse sur eux. Arrivés en octobre, les premières gelées avaient d'ores et déjà vitrifié les plaines à découvert. Les agriculteurs du coin se dépêchèrent de récolter le peu de culture qu'ils avaient réussi à faire pousser lors de cette dure première saison. Henrik avait planté des rangées de pommes de terre et de navets robustes, des légumes sans fioritures qui prospéraient profondément sous terre, à l'image de son propre foyer. Il a stocké ses navets dans un recoin obscur de la maison de Tourbe, un endroit où ils resteraient de ferme tout en étant préservés du gel pendant de très longs mois. Lorsque novembre a pointé son nez, la première fine pellicule de neige s'est mise à tomber. Immédiatement, le voisinage s'est mis à griller ses réserves de bois. Henrik a remarqué un détail plutôt fascinant. Charles Delaroche avait fait venir du bourg près de 3 tonnes de bûches fendues, les empilant très haut contre sa magnifique façade. Ce tas représentait une dépense de 30 € au grand minimum. Georges Massé, pour sa part, abattait ses propres arbres, mais l'homme gaspillait 2 journées entières par semaine rien que pour couper et fendre son petit bois. Le père Samuel était coincé à exécuter la même corvée éreintante. De son côté, Henrik n'avait pas abattu un seul arbre. Son unique source de chaleur se résumait à une minuscule lampe à pétrole sur laquelle il s'appuyait pour cuisiner simplement. Ce combustible ne lui coûtait que quelques centimes le litre et un bidon lui durait 2 bonnes semaines. Cela représentait l'intégralité de sa facture d'énergie. Vers la fin du mois de novembre, Georges Massé s'est finalement décidé à rendre visite au refuge souterrain. Il s'est avancé en serrant sa pipe entre ses dents, affichant une curiosité très mal dissimulée. Henrik lui a fait signe de franchir la porte. Dès que Georges a passé le pas, son front s'est plissé dans une confusion la plus totale. À l'extérieur, le mercure avait chuté pour atteindre environ -5 degrés. À l'intérieur, Henrik flânait en simple manche de chemise. Point de foyer ardent. Pas la moindre flamme n'était visible dans la pièce. Les bambins s'amusaient joyeusement sur les lattes du parquet, avec des poupées en bois taillées à la main. Georges a tendu le bras et a tapoté les parois d'argile. Il a dévisagé le plafond de tourbes tressées, il a balayé la pièce des yeux d'un air frénétique pour déceler une source de chaleur occulte. Il n'y en avait tout bonnement aucune. Comment diable est-ce possible ? A-t-il exigé de savoir. Henrik lui a offert un doux sourire. Le sol fournit exactement ce dont nous avons besoin, Georges. Il ne fait jamais de manière, il ne réclame pas votre argent, il se contente de donner. Georges n'a pas formulé de réponse. Il a tourné les talons et est sorti directement sans ajouter une syllabe de plus. Malgré cela, Henrik a capté un bref éclair dans le regard du menuisier breton, la toute première fissure dans son armure d'arrogance. C'était un doute pur et sans mélange. Le mois de décembre a débarqué entraînant avec lui des vents féroces et cinglants. Le thermomètre a dégringolé vers des températures à un seul chiffre, puis jusqu'à la barre du 0, avant de plonger largement dans le négatif. Les bâtisses à ossature de bois gémissaient sous cette pression extrême. Des foyers entiers se blottissaient étroitement autour de leurs poêles en fonte, y engouffrant du combustible sans relâche.
Une épaisse fumée imprégnait les pièces à vivre. Leurs globes oculaires brûlaient atrocement. Les gamins toussaient et crachaient à n'en plus finir. Néanmoins, ils étaient des morts de peur à l'idée d'entrouvrir une fenêtre, conscients que la bourrasque glaciale s'engouffrerait à l'intérieur telle une volée de poignards de glace. Du côté de la propriété immaculée de Charles de la Roche, ce luxueux poêle Godin dévorait les stères de bois à une cadence véritablement effrayante. Charles se voyait contraint de s'arracher de son lit à 3 reprises chaque nuit uniquement pour raviver les braises. S'il manquait un de ces réveils, la température intérieure chutait aux alentours de -10 degrés sur les coups de 5 heures du matin. Ses enfants dormaient emmitouflés sous 2 couches de manteaux d'hiver. Son épouse pleurait silencieusement dans la pénombre, regrettant amèrement d'avoir un jour quitté Paris. Chez Georges Massé, dans son habitation impeccablement assemblée, le souci majeur venait de la suie. Son conduit de cheminée tirait mal dès que les vents du nord se mettaient à hurler, refoulant violemment de lourdes volutes de fumée directement dans le salon. Georges se surprenait à tousser tout au long des heures nocturnes. Sa femme a développé une toux chronique et caverneuse qui ressemblait à s'y méprendre à du gravier roulant au fond de sa poitrine. À l'intérieur de la cabane en rondin du père Samuel, d'énormes fissures s'étaient de grandement ouvertes. Il tentait désespérément de boucher les trous avec des chiffons déchirés. Mais les courants d'air hurlants les arrachaient tout simplement de leur loge. Chaque matin, sans exception, il se réveillait avec une épaisse couche de givre tapissant ses murs intérieurs. Il priait avec ferveur pour obtenir la force divine. Pourtant, la résilience spirituelle ne parvenait pas à faire grimper la température de la pièce. Et pendant que toute cette détresse se déployait, au plus profond de l'abri souterrain d'Henrik Sørensen, il n'y avait absolument rien d'autre qu'une paix tranquille. Le 23 décembre, Charles de la Roche s'est retrouvé totalement à court de bois de chauffage. Il avait dramatiquement sous-estimé ses réserves. Il a envoyé son commis agricole au village afin d'acquérir une stère supplémentaire, pour finalement découvrir que la scierie était fermée à double tour en raison des congés de Noël. Sa seule alternative restante consistait à acheter des bûches directement auprès des paysans voisins, or tout le monde avait un besoin vital de son propre stock. Il a finalement réussi à dégoter une demi-tonne à un tarif exorbitant, 20 €. La somme astronomique de 20 € pour à peine 2 petites semaines de chaleur vitale. Ce soir-là précisément, alors que sa famille tremblait de tout son corps en attendant que l'ouvrier ramène le bois, Charles a descendu le sentier glissant et verglacé en direction du talus où se nichait le repère d'Henrik. Il ne nourrissait absolument aucune intention de quémander de l'aide. Il désirait simplement regarder, s'assurer que le vieux fou endurait les mêmes souffrances qu'eux. Il a frappé des jointures contre la lourde porte de bois. Henrik l'a grande ouverte. Une vague immédiate d'air doux et chauffé s'est échappée de l'intérieur. Charles s'est frayé un chemin à l'intérieur sans même attendre d'y être convié. Il a scruté la pièce du regard. Les petits-enfants couraient pieds nus, s'amusant joyeusement. Henrik était nonchalamment assis sur le bord de son couchage en train de sculpter un petit jouet en bois. Il n'y avait pas la moindre trace d'un poêle en fonte. Pas une seule flamme à l'air libre, rien d'autre qu'une minuscule lampe à pétrole posée sur la table, affichant une flamèche pas plus grosse que l'ongle d'un auriculaire. Charles a tendu la main et a tâté la paroi d'argile. Elle semblait véritablement tiède. Pas brûlante, mais d'une chaleur agréable contre sa paume. Exactement comme si le sol lui-même abritait un cœur battant. « Combien d'argent flambez-vous dans ce combustible de chauffage ?» a exigé Charles, la voix nouée, étendue. Henrik a soutenu son regard avec ses yeux bleu pâle burinés par des décennies de labeur. Pas un sou, seulement 5 centimes tous les 15 jours pour le pétrole d'éclairage. Cela suffit amplement. Charles a senti ses entrailles se tordre violemment. Ce n'était pas de la simple jalousie. C'était quelque chose de bien pire. C'était l'humiliation écrasante de comprendre qu'absolument tout ce dont il était certain était totalement faux, que l'homme même qu'il avait étiqueté comme fou allié était en fait la seule personne sensée de toute la contrée, que toute la fortune colossale qu'il avait gaspillée, les 500 € engloutis dans un joli bardage, ne pesait absolument rien face à la simplicité brutale d'une vérité ancestrale. La terre ne ment jamais. Cependant, Charles a gardé la bouche close. Il a reculé hors du refuge et a traîné les pieds jusqu'à sa grande demeure glaciale. Il n'a soufflé mot à personne de ce qu'il venait d'observer. Du moins, pas pour l'instant. Les fêtes de Noël sont passées. La nouvelle année s'est écoulée. Janvier 1888 s'est installé en amenant une vague de froid polaire que personne dans la région n'avait jamais connue auparavant. Les thermomètres en verre affichaient des valeurs purement terrifiantes. -28 degrés, puis -34 degrés. Les charpentes des maisons craquaient et éclataient violemment, produisant un bruit qui ressemblait à s'y méprendre à des coups de fusil. Les pointes en fer se détachaient des montants en tremblant. Les carreaux des fenêtres se couvraient intégralement de givre sur leur face intérieure.
Et pourtant, le pire absolu se tapissait encore juste derrière l'horizon. Au matin du 12 janvier, le ciel s'est dévoilé sous une teinte profondément anormale, une nuance maladive, d'un gris verdâtre. L'air était d'un calme plat et troublant. Les troupeaux ont commencé à se comporter de façon extrêmement erratique. Les chevaux à l'écurie hennissaient sans motif apparent. Les chiens de ferme restaient